Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live, mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors vous avez repoussé votre assemblée générale au 8 mars afin de laisser le temps aux pharmaciens de prendre connaissance du texte de la future convention avec l'assurance maladie. Alors cette dernière version est-elle conforme à vos attentes? Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. D'abord, un mot pour dire pourquoi on a repoussé d'une semaine. C'est un texte qui est essentiel dans la vie de chacun d'entre nous, puisque, comme je l'ai expliqué, c'est le contrat qui nous lie qui nous lie avec notre principal payeur, l'assurance maladie, qui représente les 3/4 de notre activité. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps quand même de lire le contrat avant de se prononcer. Donc, nous avions reçu le texte lundi soir à 22 h. Il n'était pas question de demander à notre Assemblée générale de voter le lendemain. D'autant plus que nous avions encore, nous, des remarques à faire. Nous avons envoyé l'assurance maladie. J'attends le retour de l'assurance maladie sur ces remarques. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de surprise dans le texte. Pour tout vous dire, donc, l'équipe de négociateurs dont nous allons le présenter pour demander un mandat de signature à l'Assemblée générale, nous considérons que ce texte nous permet de travailler correctement, nous permet d'avoir une rémunération qui, sans être revalorisée de façon importante, a quand même une revalorisation, et essentiellement qui met en place de nombreux nouveaux actes à la disposition des pharmaciens et surtout des patients, et notamment la vaccination en officine, ce qui est un événement majeur pour notre profession. Donc, nous allons présenter ce texte positivement. Comme je l'ai dit également, ce qui est très important dans ce texte, c'est qu'il y aura un acte 2 dès l'année prochaine qui va traiter de l'économie du réseau post-Covid. Et ça, c'est également quelque chose que nous attendons parce que ce que nous voulons, c'est d'avoir une visibilité de long terme. Je l'ai suffisamment dit pendant la campagne des URPS pour pouvoir le redire aujourd'hui. Donc ça, nous attendons l'an prochain donc une véritable visibilité année après année sur l'économie de l'officine. Donc concrètement, Christophe, mardi prochain 8, nous aurons donc le texte présenté à l'Assemblée générale. Alors, ce texte, il a déjà été voté par nos confrères de l'USPO qui ont un mandat de signature, si j'en crois. Donc, ça signifie que ce texte, il s'appliquera de toute façon, quel que soit le choix de la fédération. Ça, il faut bien le comprendre. Le sujet, c'est qu'il suffit d'un syndicat représentatif qui signe pour que ça s'applique. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut véritablement le lire, voir comment il s'applique, et ensuite, je demanderai le mandat et l'Assemblée générale donc répondra, et vous saurez ça très vite, Christophe. D'accord, mardi soir, et ensuite, après la signature officielle, vous avez déjà une date ou pas? Signature officielle le lendemain. D'accord. En fait, il ne faut pas perdre de temps. Si jamais j'ai le mandat, donc je signerai le texte dès le lendemain. Et il y a 21 jours ensuite pour que le ministère l'approuve. En tout cas, s'il n'émet pas de remarques dans les 21 jours, eh bien, il passera au journal officiel et s'appliquera. Et donc, avec ce gouvernement, ce qui était l'objectif, vous vous rappelez, de ce processus conventionnel. Bien, alors, par ailleurs, un arrêté paru au journal officiel du 26 février précise le nombre d'adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine. Alors, pouvez-vous nous préciser les règles en la matière? Alors, l'arrêté, il fixe donc le chiffre d'affaires, c'est 1,3 million par tranche de chiffre d'affaires, voilà, pour avoir donc le nombre de pharmaciens dans l'officine. Mais ce 1,3 million, il faut le voir par rapport au décret, Christophe, vous vous rappelez, qui était paru donc en fin d'année dernière et qui fixe les règles applicables à ce chiffre d'affaires. Donc, il y a une partie du chiffre d'affaires des produits chers qui est exclue à notre demande,
il y a l'ensemble de l'activité Covid qui est exclue donc de ce chiffre d'affaires. Donc ça, pour une fois, ben ça représente un peu mieux l'activité réelle de l'officine qu'auparavant. Et donc, nous allons avoir cette déclaration à faire. Donc, nous avons un petit peu de temps. Moi, j'ai demandé aux éditeurs de logiciels de nous permettre d'avoir un outil simple pour que, ben, en cliquant sur une touche, on puisse savoir quoi renseigner dans le dispositif qui sera mis en place sur le portail de télédéclaration des ARS. Vous avez l'habitude maintenant, c'est le même portail que pour la commande de vaccins que pour déclarer le chiffre d'affaires. Enfin, je dis ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais ça va changer pour la commande des vaccins. Vous savez qu'il va y avoir un autre portail. On ne va pas changer de sujet. Hein. Donc, le portail de télédéclaration des ARS sera pour télédéclarer le chiffre d'affaires. On reparlera des vaccins la semaine prochaine. J'ai dit nombre d'adjoints, mais c'est nombre de pharmaciens. C'est le nombre de pharmaciens. Titulaires ou co-titulaires sont inclus dedans. Exactement. D'accord. Alors, la vente d'autotests en GMS est interdite depuis le 15 février, mais certaines enseignes semblent pourtant continuer à en proposer dans leurs rayons, comme nous l'évoquions déjà la semaine dernière. Alors, est-ce que de nouvelles infractions ont été constatées depuis? Oui, de nouvelles infractions sont constatées. Donc, je rappelle ce que la demande de la semaine dernière et je voudrais arriver à l'amplifier. Donc, quand vous constatez qu'il y a des ventes d'autotests dans les grandes surfaces, il faut porter plainte à la directe du département, le dire au syndicat départemental, c'est à lui de faire cette action. Il doit porter plainte à la directe, donc à la DGCRF départementale, envoyer copie à l'ordre des pharmaciens et à nous, à la fédération, à fspf@fspf.fr. Et nous tenons compte de l'ensemble de ce qui nous est remonté. Et s'il n'y a pas de suite, eh bien, nous allons chaque fois nourrir le dossier que nous porterons à la DGCRF nationale. Mais c'est au niveau local qu'il faut porter plainte. Et vous avez beaucoup de remontées là, du terrain? Écoutez, je n'ai pas beaucoup de remontées directement à la fédération, mais je les vois sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous le rappelle aujourd'hui. D'une part, au lieu de le dire sur les réseaux sociaux, vous portez plainte à la directe et vous nous faites remonter à Paris pour que nous puissions faire le suivi. Eh bien, alors Philippe, l'actualité, c'est également malheureusement la guerre en Ukraine. La profession se mobilise en lançant un appel aux dons. Oui. C'est l'ensemble de la profession. Hein. C'est terrible ce qui se passe évidemment en Ukraine. Enfin, nous sommes évidemment concernés par ce qui se passe sur notre sol, sur le sol européen. Nous avons souhaité, dès les premiers jours, faire ce que nous pouvons pour aider nos confrères ukrainiens. Le groupement pharmaceutique de l'Union européenne nous a indiqué quels étaient les produits qui manquaient, quels étaient les stocks nécessaires en zone de guerre. Suivant cette liste, moi j'ai contacté donc Pharmacie Humanitaire Internationale, qui est l'organisation pharmaceutique qui s'occupe de la livraison de médicaments sur les zones où c'est nécessaire. L'ordre des pharmaciens que j'ai contacté également nous a recommandé également de nous associer avec l'organisation TULIP, qui est parrainée par les industriels du médicament. J'ai également souhaité associer l'USPO à cette démarche pour que ce soit unitaire. Un mot. Les gens qui sont dans le besoin actuellement en Ukraine ont besoin effectivement de matériel, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin de beaucoup de choses. Mais il leur faut du matériel adapté. En fait, il ne faut pas se débarrasser des médicaments que nous avons dans Cyclamed ou qui sont du recyclage, triés triés ou mal triés dans des endroits pour les envoyer. En fait, ils n'ont pas besoin de déchets. Ils ont besoin de matériel véritablement utile. Ils n'ont pas besoin non plus, et c'était la catastrophe qui s'était passée en ex-Yougoslavie, de médicaments qui sont écrits en allemand, en français, en italien, en espagnol, inutilisables quand on arrive sur place. Donc,
les deux choses qui servent actuellement, c'est de l'argent, des dons d'argent pour pouvoir acheter le matériel et les faire parvenir de manière sécurisée. Et donc, c'est le lien que nous avons adressé. Et dans un deuxième temps, contacter l'association France-Ukraine si vous voulez accueillir des réfugiés, parce qu'il va falloir également organiser l'accueil des réfugiés. Nous sommes en lien avec le gouvernement. Si d'autres opérations différentes se mettent en place, qui nécessitent par exemple le don de soi, c'est-à-dire pour pouvoir soi-même participer à des actions, à ce moment-là, nous serons évidemment le relais de ce que nous diront les autorités pour faire ce qu'il y a lieu de faire pour aider la population ukrainienne. Merci Philippe. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Frédéric Le Riche, président du syndicat des pharmaciens de l'Orne. Bonjour, je suis Frédéric Le Riche, président du syndicat des pharmaciens de l'Orne. Philippe, une question pour toi. Ton mandat de président de la fédération va se terminer le 31 mars. Comptes-tu te représenter? Merci pour ta réponse. Alors Philippe, allez-vous briguer un nouveau mandat à la tête de la fédération? J'ai imaginé de le faire savoir par une lettre dans la presse quotidienne régionale, mais finalement, je vais briser le suspense. Vous êtes resté simple. Je vais rester simple. Et je vais vous le dire aujourd'hui, oui, je vais effectivement me représenter pour un nouveau mandat de 3 ans à la tête de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. J'ai eu beaucoup de bonheur à diriger l'institution pendant ces 3 dernières années. Ça n'a pas été facile avec la gestion de l'épidémie de Covid qui bien sûr nous a mobilisés, avec également cette élection URPS qu'il a fallu mener avec la représentativité sociale et toutes les relations qu'il a fallu mener en même temps. Et maintenant, avec la nouvelle convention qu'on est en train de finaliser dans sa partie 1. Mais comme je l'ai dit, il y a une partie 2, et cette partie 2, elle me tient à cœur parce qu'elle concerne l'économie de l'officine. Et comme vous savez, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Dans ce deuxième mandat, je souhaite dynamiser le syndicalisme pharmaceutique. Je l'avais déjà dit dans le premier, mais la crise du Covid nous a empêché un petit peu de développer ce nouveau syndicat, cette nouvelle forme de syndicalisme qui doit être plus proche, qui doit rassembler beaucoup plus de monde, qui doit permettre à tous de participer. J'ai donc sollicité une nouvelle équipe, des nouveaux qui vont venir nous rejoindre, et on va essayer de développer un petit programme et vous envoyer tout ça de façon assez simple, mais dans les semaines qui viennent avant l'élection qui a lieu donc le 28 et 29 mars. D'accord, très bien. Bien, nous allons maintenant prendre quelques questions des internautes. Alors Philippe, nous avons quelques questions. Alors, nous avons des questions déjà sur les comprimés d'iode. Est-ce que vous avez des informations sur une distribution éventuelle aux populations? Alors, je ne vous cache pas que je suis très sollicité par les journalistes actuellement sur ça. Et il y a de nombreuses questions de pharmaciens qui ont des demandes de patients. Certains en zone qui font partie des 19 sites autour des centrales nucléaires gérées par EDF, mais parfois également ailleurs. Donc, j'ai demandé au ministère de la Santé ce matin des éléments de langage et savoir qu'est-ce que nous devions dire à la fois aux pharmaciens et à la population. Dès que j'aurai les réponses, je vous les donnerai évidemment. En attendant, comme il n'y a pas de message gouvernemental à ce jour, ça signifie qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur le sol national actuellement. On imagine bien que si jamais il y avait le moindre risque, la moindre menace, nous serions alertés immédiatement. Donc, pour être un message d'attente donc cette semaine, Christophe. Évidemment, si la semaine prochaine, j'ai la réponse du gouvernement quant aux conduites à tenir et aux messages à donner à la population, évidemment, nous le donnerions en temps réel. Eh bien, alors, d'autres questions sur la fin du pass vaccinal et du port du masque. Alors, est-ce qu'une question
de Christophe Cluzel qui demande si l'officine va être considérée comme établissement de santé. Alors, pour l'instant, nous avons la parole du Premier ministre et une date qui est celle du 14 mars. Dans notre pays, tout se passe à la lecture du journal officiel. Et donc, c'est quand le journal officiel paraîtra avec les nouvelles mesures que je serai en mesure de vous dire ce qu'il y a lieu de faire par rapport au masque en officine. Pour autant, la circulation virale est encore forte et à titre de précaution, tant en tant qu'employeur pour la sécurité de nos équipes que des patients fragiles qui fréquentent nos officines, je ne saurais trop conseiller de continuer à porter le masque en officine, tant pour l'équipe que pour les personnes qui rentrent dans l'officine. Donc, même si jamais nous devions être dans le journal officiel exclus, eh bien, moi, je vous conseille de le garder tant que la circulation virale est forte. D'accord. Et vous n'avez pas non plus de recommandations là, en matière de prolongation de la délivrance des masques sur ordonnance ou pas, délivrance au cas contact? C'est la même chose, ça ne change pas pour le moment. Non, je l'ai déjà dit, hein, ça par contre, ça ne changera pas. Et ça ne changera pas tant que l'état d'urgence ne sera pas terminé, c'est-à-dire 31 juillet. Donc, pour l'instant, ça reste en l'état. Très bien. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également à Frédéric Leriche pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.